Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 février 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, mesures incitatives au profit des praticiens spécialistes, médecins spécialistes et médecins généralistes. Au terme du recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l'État organisé en 2021 pour le compte du ministère de la Santé, 1331 agents ont pris service et sont restés à leur poste de travail, soit 83% de l'effectif attendu. Si ces efforts permettent de mettre des agents qualifiés à la disposition des formations sanitaires, aux fins de délivrer des prestations appropriées aux populations, il y a cependant que des communes ont besoin d'être mieux couvertes en personnel de santé. C'est pourquoi il s'organise actuellement le recrutement d'agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées appartenant quasi exclusivement au corps des personnels médical et paramédical. En vue de favoriser le maintien au poste des intéressés, il est prévu les mesures incitatives telles qu'une prime d'engagement au service public et à la carrière hospitalière et une indemnité de zone d'exercice aux praticiens spécialistes, aux médecins spécialistes et aux médecins généralistes. En point 2. Dispositions dérogatoires à la limite d'âge d'accès à la fonction publique pour le recrutement aux emplois publics vacants dans le secteur de la santé. Dans le cadre du concours de recrutement de 796 agents au profit du ministère de la Santé, des candidats au profil spécifique comme des médecins spécialistes figurent parmi les postulants, mais ont atteint la limite d'âge de 40 ans fixée par la loi portant statut général de la fonction publique pour les catégories B et A. Mais cette même loi prévoit, en son article 261, que l'administration peut recourir au recrutement des agents contractuels de droit public de l'État à durée indéterminée lorsque les postulants aux emplois publics déclarés vacants, bien qu'ayant les qualifications requises pour être fonctionnaires de l'État, sont frappés par la limite d'âge du recrutement. Les présentes dispositions dérogatoires permettront donc aux candidats concernés de pouvoir concourir et mettre leur savoir-faire au service du secteur de la santé publique. En lien avec cette mesure dérogatoire, et dans le but de permettre la mobilité du personnel de santé en cas de nécessité, le Conseil a également adopté le décret portant modalité de redéploiement par suspension de contrat des agents contractuels de droit public détenteurs de contrats à durée déterminée pour servir dans une structure publique ou parapublique dans le secteur de la santé. Au titre d'autres mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets portant création, attribution et composition du comité de pilotage des comités de préfiguration des musées, puis création de la réunion des musées publics et approbation de ses statuts. Cette structure sera chargée de la mise en réseau et de la coordination des musées publics et sites patrimoniaux qui seront sous sa tutelle, avec la possibilité d'extension à d'autres structures de nature similaire. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction du Centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Cotonou. La réalisation de ce centre participe de la mise en œuvre de la politique dite « Zéro enfant en détention » dont le gouvernement fait une priorité nationale. Cette politique vise à assurer principalement le respect des droits fondamentaux des mineurs en conflit avec la loi, tout en leur garantissant un traitement conforme aux standards internationaux. Elle constitue également une solution alternative à l'incarcération des mineurs. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec un cabinet expérimenté pour la mission de maîtrise d'œuvre complète relative à la conduite diligente du projet de construction du dit centre. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé, sous cette rubrique, la participation du Bénin à la 353e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail BIT à Genève, en Suisse, du 10 au 20 mars 2025.
C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte la première assemblée plénière du Conseil économique et social national pour le compte de la 7e mandature. C'est par ces mots que le président du bureau d'âge du Conseil économique et social a procédé à l'ouverture de la première assemblée plénière de la 7e mandature de l'institution instaurée par la loi organique de 1991 et réformée par la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Le Conseil économique et social est un organe consultatif qui est chargé d'examiner les projets de loi. Plusieurs sujets figuraient à l'ordre du jour, dont l'élection des membres du bureau du Conseil national. À l'issue de ces travaux, il en ressort que Conrad Baguidi a été élu président du Conseil économique et social. Au terme des opérations de vote, la composition du bureau du Conseil économique et social se présente comme suit. Président, M. Conrad Jean-Mauriac Baguidi. Premier vice-président, M. Razaki Amouda Issefou. Deuxième vice-président, Emmanuel Golo. À sa prise de parole, le nouveau président élu du CES a rendu hommage au président de la République pour la confiance à lui accordée. Je veux rendre un hommage appuyé au président de la République, M. Patrice Talon, chef de l'État, chef de gouvernement. En me désignant comme son unique représentant au sein du Conseil économique et social national, il m'a accordé une confiance que je mesure pleinement. Cette confiance va bien au-delà de ma personne. Elle symbolise l'espoir placé en nous pour réussir cette nouvelle ère du Conseil économique et social, redéfinie par la loi organique de 2024. Chers collègues, nous avons une mission claire, un défi collectif. Le 24 février 2025, lors de l'installation de notre mandature, le chef de l'État nous a adressé un message limpide. J'emprunte quelques-uns de ces mots. De votre efficacité dépendra la longévité d'une institution longtemps galvaudée et maintes fois menacée de suppression. Puis il a poursuivi avec force. Si la réforme politique de la rupture n'a pas eu raison du CES, alors c'est au CES, tel qu'il est composé aujourd'hui, d'avoir raison des intentions de sa suppression. Ces paroles nous engagent. Elles nous rappellent que nous devons prouver par l'action et l'impact que le CES est indispensable au dialogue national, à l'efficacité des politiques publiques et au développement équilibré des territoires de notre pays, le Bénin. Il entend ne pas perdre du temps et passer très vite en action. Mieux vaut danser et tomber que d'attendre et se laisser surprendre. C'est pourquoi, dès maintenant, nous passons à l'action avec 4 mesures immédiates en attendant notre première séance de travail au sein du bureau et en plénière. Premièrement, nous installerons les conseils départementaux car une présence locale existe désormais par notre loi pour traduire concrètement les réformes et partager les voix des territoires. Deuxièmement, nous engagerons un séminaire d'intégration car s'approprier les textes, harmoniser nos méthodes et établir une feuille de route sera une priorité. Troisièmement, nous rédigerons les textes réglementaires internes, définir les procédures précises pour assurer l'efficacité et la transparence de notre travail. Quatrièmement et enfin, nous travaillerons à renforcer le dialogue interinstitutionnel car collaborer avec les autres institutions est la garantie que chaque citoyen soit informé et impliqué dans le développement de notre pays. Les membres de la nouvelle mandature auront donc pour tâche de porter les aspirations des diverses couches socio-professionnelles et culturelles et de contribuer au dialogue social. Encore un autre deuil de personnalité au Bénin.
Après le décès du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle la semaine dernière, c'est le préfet du Zou, Aimé Firmin Couton, qui s'est éteint ce mardi 25 février 2025. Le décès de l'autorité préfectorale serait survenu suite à une crise alors que ce dernier participait à une séance de travail à Cotonou. Conduit de toute urgence au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, il a rendu l'âme l'instant d'après. Administrateur chevronné, Firmin Couton était à la tête du département du Zou depuis 2016. Son action a été marquée par une gestion axée sur le développement local dans cette région du pays. Il a joué un rôle essentiel dans l'application des politiques publiques au sein du département, collaborant étroitement avec les autorités locales et les différents acteurs institutionnels. La disparition de Firmin Couton intervient dans un contexte où le pays vient d'être endeuillé par la perte du ministre Yves Kouaro-Chabi, qui recevra un hommage national à titre posthume samedi prochain. Son départ laisse un vide au sein de l'administration territoriale. On a tellement connu tellement de problèmes, on est arrivé même jusqu'à vouloir faire la sécession. Il y avait des idées donc, fondamentalement de pouvoir changer le nom du pays, le nom du Dahomey là, parce que le nom Dahomey posait problème. Et c'est ainsi qu'on en est arrivé, avec les recherches et tout, on en est arrivé au nom Bénin, au changement donc du nom Bénin. Et quand on a évolué, la manière dont on a géré les problèmes pendant près de 8 ans, après on est retombé encore dans la catastrophe. Catastrophe au point où on en est arrivé même à l'année blanche. Vous savez bien, les problèmes de salaire, il n'y en avait pas. Et ces souffrances, les Dahoméens devenus béninois ont beaucoup souffert. Et c'est sur cette base-là, on a failli la guerre civile à plusieurs reprises. Je dis bien la guerre civile. Et finalement, avec le génie créateur des Béninois, on est arrivé à trouver cette idée générale, à savoir pourquoi nous n'allons pas nous asseoir ensemble, donc les différentes structures du pays, qu'on puisse s'asseoir pour nous regarder ensemble, pour voir fondamentalement les problèmes qui se posent à nous et qu'on puisse prendre des décisions. D'où justement cette idée donc, de la conférence nationale des forces vives. C'était prévu pour une semaine, mais en réalité, compte tenu de l'importance des problèmes qu'on traversait, ça a duré près de 2 semaines en gros, puisque c'est du 19 au 28 février 1990. Alors là, c'est à ce niveau-là justement que les Béninois, ils viennent de très loin et ils ont choisi, ils ont mis des dispositions domaine par domaine pour qu'on en arrive justement à un régime stable. Et c'est ainsi qu'au moins de ce temps-là jusqu'à maintenant, et ce qui a été décidé au niveau de la conférence nationale, les régimes qui viennent essayent de faire ce qu'ils peuvent, et en commençant par le premier régime avec Osoglo. Mais au fur et à mesure qu'on avance aussi, on a constaté, je dis bien, au début là, c'était pas aussi facile, puisque déjà en 1991, un an déjà après, il y a eu des problèmes de tentatives et tout. Bref, on peut pas aller dans les détails, et on est à cela. Bon, quand finalement, ce système-là, ça a donné l'exemple à l'ensemble de l'Afrique. Et le Bénin était devenu un modèle. Et vous voyez comment les gens venaient pour voir comment on a fait pour éviter la guerre civile. Parce qu'ailleurs, il ne fallait pas plus pour que des gens s'entretuent entre eux. Et ce qui est passé au Bénin, c'était grave, mais les Béninois, le génie béninois a pu permettre de surmonter tout ça, nous retrouver en frères pour sortir ce système-là qui est réellement le produit du génie béninois, la conférence nationale. Quand on dit nationale, c'est toutes les couches qui étaient concernées, toutes les couches, tous ceux qui ont des choses. C'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près de 488, qu'ils ont arrondi à 500 participants, près de 488 participants au congrès là, pendant près d'une semaine pour parler du pays, domaine par domaine. Qui a fait quoi, qui a dit, ainsi de suite, finalement, nous nous sommes pardonnés, les Béninois se sont pardonnés. Et tous ceux qui étaient partis, ceux qui avaient subi les affres, donc, des différents changements qu'on a connus, les différents coups d'État qu'on a connus, il y en a vraiment qui ont beaucoup souffert à l'extérieur, ils sont revenus
pour pouvoir construire ensemble notre pays. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a évolué jusqu'à maintenant. Et de temps en temps aussi, il y a des tentatives de remise en cause, certains aspects, certaines décisions, alors qu'en réalité, ces décisions qui ont été prises, c'est pour l'intérêt de l'ensemble du pays et non pour l'intérêt des individus particulièrement. Ce mardi, les conseillers municipaux et provinciaux tchadiens ont voté pour élire les sénateurs. Selon les résultats provisoires de l'Agence nationale des élections, le parti au pouvoir, MPS, Mouvement patriotique du salut, a remporté 45 des 46 sièges. L'unique siège restant a été attribué au Rassemblement national des démocrates tchadiens, dirigé par Albert Pahimi, qui a dénoncé des irrégularités dans la ville de Moundou et appelle à un recomptage des voix. Cette élection a été marquée par l'absence de plusieurs partis d'opposition comme les transformateurs qui ont boycotté le scrutin. Consolidé par la réélection de Mahamat Idriss Déby avec 61% des voix lors de la présidentielle de mai 2024, le MPS se retrouve ainsi avec un contrôle presque total des institutions politiques, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. La mise en place de ce nouveau Sénat s'inscrit dans un climat fragile où les défis de la réconciliation nationale et des réformes demeurent cruciaux pour l'avenir politique du Tchad. La crise politique s'intensifie en Guinée-Bissau. L'opposition a annoncé qu'elle paralysera entièrement le pays en raison d'indifférence sur la date d'expiration du mandat de 5 ans du président Umaro Sissoko Embalo. Par ailleurs, alors qu'Embalo se trouvait récemment à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a évoqué la possibilité de déployer une mission pour résoudre la crise. Les élections législatives prévues pour novembre 2024 ont été reportées indéfiniment par le gouvernement qui a invoqué des obstacles techniques et financiers, brouillant ainsi le calendrier électoral. Embalo, ancien général de 52 ans, a déclaré que les élections présidentielles et législatives n'auraient pas lieu avant le 30 novembre, ce qui accentue les tensions dans un pays qui a déjà connu des coups d'État militaires. Un nouveau rapport publié mardi par un groupe de lutte contre la criminalité transnationale a identifié les principaux composants chimiques du couche, une drogue de synthèse très répandue en Sierra Leone et dans la région. Le rapport a constaté que les variétés les plus courantes du couche contenaient soit des nitazènes, soit des cannabinoïdes synthétiques. En 2023, en Estonie, 48% des décès dus à la drogue étaient causés par les nitazènes. L'un des nitazènes détectés dans le couche est 25 fois plus puissant que le fentanyl. Les opioïdes synthétiques et les cannabinoïdes que cette drogue contient créent une forte dépendance et ont fait des ravages en Sierra Leone ces dernières années. Les Nations Unies affirment que la situation déjà catastrophique au Soudan s'est aggravée depuis la dernière réunion du Conseil de sécurité il y a quelques semaines. La famine est désormais une réalité dans plusieurs régions du pays. Une haute responsable de l'ONU a déploré les entraves répétées à l'acheminement de l'aide humanitaire des Nations Unies. Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées, dont 3,4 millions ont fui au-delà des frontières du Soudan. Plus de la moitié du pays, 24,6 millions de personnes, souffrent d'une faim aiguë. L'effondrement des services de santé, des millions d'enfants traumatisés, privés d'éducation formelle, des violences sexuelles incessantes, et dans plusieurs régions du pays, la situation déjà catastrophique des civils s'est en fait aggravée depuis notre dernier exposé au Conseil, il y a moins d'un mois. Le camp de déplacés de Zamzam, l'un des plus importants du pays, est devenu un champ de bataille depuis la recrudescence des combats dans l'état du Darfour du Nord, à l'ouest du Soudan, ces dernières semaines.
Lundi, Médecins sans frontières, le principal fournisseur de services de santé et de nutrition à Zamzam, a annoncé qu'il avait été contraint d'interrompre ses opérations dans le camp en raison de la détérioration de la situation en matière de sécurité. Le Programme alimentaire mondial vient également de confirmer la suspension de l'aide alimentaire sous forme de bons dans le camp en raison de la situation sécuritaire et de la destruction du marché. L'ambassadeur soudanais Al-Harit Idriss a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faciliter l'aide humanitaire et a déclaré que le pays s'efforçait de trouver une solution à son avenir politique. Confronté à une chute de ses revenus du diamant, le Botswana a signé mardi un accord de 10 ans avec le leader mondial du secteur, De Beers. L'accord de vente assorti d'une option de 5 années supplémentaires prévoit que la société étatique Okavango Diamond Company vendra 30% et De Beers 70% de la production du pays lors des 5 premières années. Le nouvel accord signé par le président botswanais fera porter la part du pays africain à 40% les 5 prochaines années et même à 50% en cas de prolongation de 5 ans, ce qui devrait compenser en partie la baisse mondiale de demande en diamants et la concurrence des pierres de synthèse qui a plombé les revenus du Botswana, deuxième producteur de diamants au monde. Depuis 2022, le marché souffre de la concurrence des pierres fabriquées en laboratoire, alternative bien moins coûteuse que les pierres précieuses extraites des mines. La baisse de la demande en Chine, deuxième plus grand consommateur de diamants au monde, contribue également à la chute du prix. Des bus transportant des centaines de prisonniers palestiniens sont arrivés jeudi matin dans la ville de Khan Younis, à Gaza, devant une foule en liesse. Le Hamas a remis les corps de 4 otages à la Croix-Rouge en échange de la libération de ces derniers, quelques jours avant la fin de la première phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Israël a indiqué que les cercueils avaient été livrés avec l'aide de médiateurs égyptiens par un point de passage israélien et qu'un processus d'identification avait commencé. Des amis et des membres de la famille ont accueilli les prisonniers libérés, les serrant dans leurs bras et prenant des photos. Parmi les personnes qui devaient quitter Israël, tôt jeudi se trouvaient des centaines de détenus arrêtés à Gaza, détenus pour suspicion de militantisme après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, sans inculpation depuis des mois. Il s'agit de 445 hommes, de 21 adolescents et d'une femme, selon les listes communiquées par des responsables palestiniens qui ne précisent pas leur âge. Seule une cinquantaine de Palestiniens ont été libérés en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est lors de cette vague. À l'hôpital Gemelli de Rome, médecins, religieuses et fidèles se sont réunis pour une messe en soutien au pape François, toujours hospitalisé en raison d'une infection pulmonaire complexe. La messe, présidée par le cardinal Baldassare Erena, vicaire général du pape pour le diocèse de Rome, a rassemblé une communauté en prière unie dans l'espérance. Partout dans le monde, de nombreux fidèles prient pour le Saint-Père, a-t-il rappelé. Selon le Vatican, l'état de santé du pape montre une légère amélioration, bien que son pronostic demeure réservé. Une insuffisance rénale détectée récemment s'est résorbée et il poursuit une physiothérapie respiratoire pour éliminer les fluides de ses poumons. Le Vatican avait d'ores et déjà désigné un remplaçant pour la messe jubilaire des diacres qui s'est tenue le week-end dernier, tandis qu'un nouveau bulletin médical est attendu dans les prochaines heures. Devant l'hôpital, les prières se poursuivent notamment autour de la statue de Saint Jean-Paul II, mais l'inquiétude demeure. Le pape, âgé de 88 ans et souffrant d'une maladie pulmonaire chronique, reste sous haute surveillance médicale. L'Ukraine et les États-Unis sont sur le point de signer un accord stratégique au terme d'un bras de fer entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Bien que non finalisé, il pourrait bien marquer un tournant majeur dans leurs relations économiques. Il inclut notamment l'accès pour les États-Unis aux minéraux rares d'Ukraine.
En échange, Kiev espère garantir un soutien militaire continu de la part des États-Unis, vital dans sa guerre contre la Russie. Les discussions sont donc avancées et l'accord pourrait être signé dès ce vendredi. Cependant, un point majeur reste en suspens. La question des garanties sécuritaires que Kiev considère comme essentielles. L'accord en cours de préparation ne les inclut pas encore et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait se rendre à Washington pour accélérer ces négociations. Il faut noter que le cadre proposé ne reprend pas la proposition initiale des États-Unis concernant les compensations basées sur les minéraux rares. À la place, un fonds commun serait mis en place avec une préparation équitable des bénéfices.